Tu sais que nous allons chez les dingues aujourd'hui. Mais Jackie, si quelqu'un veut tirer d'une fenêtre avec un fusil, personne ne peut l'arrêter. Alors pourquoi se ronger avec ça ? John Fitzgerald Kennedy ne le sait pas encore, mais seulement quelques heures après avoir prononcé cette phrase, sa funeste prédiction va s'accomplir. 22 novembre 1963, il est 11h33, John Fitzgerald Kennedy et sa femme sortent d'Air Force One. Une foule les attend, Jackie Kennedy reçoit des roses, mais elle n'est pas dupe. Le jeune couple est en territoire ennemi. Ils ont atterri à Dallas, au cœur du Texas, l'un des états les plus conservateurs du pays. Dans les rues, des milliers de pancartes circulent contre lui, des avis de recherche, façon western, qui l'accusent de trahison contre son pays. Mais aujourd'hui, le jeune président démocrate compte conquérir la ville, il est en pleine campagne pour sa réélection. 11h50, le couple monte dans la limousine SS-100X, la Lincoln blindée du président. Ils sont en route vers le centre de Dallas, suivis de près par le Secret Service. Au même moment, à Dallas, dans ce bâtiment de la Dealey Plaza, un jeune magasinier de 24 ans est en pleine journée de travail. Il est armé de bons de commande qu'il doit remplir, mais surtout d'un fusil à lunettes Carcano 1938. Il se tient prêt. Midi 29, les Kennedy déambulent dans Dallas, le sourire aux lèvres. Il tourne à l'angle de la Houston Street et arrive à Dealey Plaza. Là, au 5e étage de son immeuble de bureau, le magasinier se positionne à sa fenêtre. Midi 30, John Fitzgerald Kennedy rentre dans sa ligne de mire. Il vise, puis tire une première fois. Tir raté. Il tire une deuxième fois. Et touche le président à la gorge. Le coup ne lui est pas fatal. Il tire une troisième fois. Cette fois-ci, il touche le président à la tête. Son garde du corps tente de s'interposer, mais c'est trop tard. Le président est mort. Le chauffeur de la voiture écrase la pédale de vitesse, et dans le noir du tunnel, sa femme Jackie crie en sanglots. « Ils ont tiré sur mon mari. Ils ont tué mon mari !» 3 heures plus tard, le suspect est intercepté. Il s'agit de Lee Harvey Oswald, il est magasinier, mais surtout ancien marine. Pendant son service, il est parvenu au stade de sharpshooter ou tireur d'élite. Mais il finit par se faire renvoyer de l'armée. Motif, il se revendique comme marxiste. Une revendication qui lui vaut d'être suivi à la trace par la CIA et le FBI, mais ça on y reviendra. 15h30, Lee Harvey Oswald est emmené au commissariat par la police de Dallas et interrogé, mais sans procès verbal. On ne saura donc jamais vraiment ce qui est sorti de ces interrogations. Et 2 jours après, coup de tonnerre, Oswald doit se faire transférer à la prison la plus proche, mais en sortant du commissariat, il est abattu d'une balle dans l'abdomen. Lee Harvey Oswald emporte tous ses secrets dans la tombe. Son tueur, c'est Jack Ruby, un homme proche de la mafia de Chicago. C'est là que toutes les théories du complot prennent vie. La mafia aurait-elle voulu faire taire Oswald ? Si oui, pourquoi ? Et comment un jeune de 24 ans a réussi, seul, à tuer l'un des hommes les plus puissants du monde ? Est-ce qu'il a été aidé ? Bref, une question est sur toutes les bouches. Qui a tué JFK ? Le 23 janvier dernier, Donald Trump a demandé à ce que l'ensemble de l'enquête soit déclassifié pour enfin mettre la lumière sur cette affaire. That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for years, for decades. Mais aujourd'hui encore, 65% des Américains ne croient pas en la version officielle de l'enquête qui pointe du doigt Lee Oswald comme le tireur. Les théories du complot persistent et sont même enracinées dans la société américaine. Mais alors, pourquoi ? Vous allez voir que les raisons sont assez troublantes. La principale, on la surnomme la balle magique. 7 jours après la mort de Kennedy, le 29 novembre 1963, le nouveau président Lyndon Johnson et le patron du FBI, Edgar Hoover, veulent établir la vérité sur l'assassinat. Ils vont créer une commission d'enquête, la commission Warren. En 1964, la commission rend son verdict. Lee Harvey Oswald est bien l'assassin et il a agi seul. Là, c'est bon, l'enquête est pliée, le public a sa réponse. Eh bien non, bien au contraire. Selon la commission, la deuxième balle tirée sur Kennedy, celle qui le touche dans la gorge, eh bien elle aurait transpercé l'aisselle, le dos, le poignet et la cuisse du gouverneur du Texas assis devant lui. Une balle qui a une trajectoire hasardeuse, qui fait 7 blessures et qui en plus serait quasi intacte, ça paraît fou. Voilà pourquoi on l'appelle la balle magique. Il n'en faut pas plus pour lancer une première théorie, celle qu'Oswald n'est pas seul, qu'il y a un deuxième tireur. Et ça, même le président Lyndon Johnson le pense. 5 ans après l'assassinat, il concédera en interview qu'il n'a jamais cru en la possibilité qu'Oswald avait agi seul. Et même les participants de la commission Warren, quelques temps après, ont avoué qu'ils ne croyaient pas en l'existence, en la possibilité de cette balle magique. En plus de ça, et ce n'est pas à prendre à la légère, il y a un vrai contexte aux États-Unis qui alimente les théories du complot. Leur histoire est faite de complots politiques. Quand même, leurs plus grands présidents ont été assassinés.
Je rappelle quand même que Lincoln a été assassiné. Deuxième élément de contexte, c'est le contexte de la guerre froide. On sort de la crise des missiles de Cuba, par exemple, qui a montré à quel point le monde était dangereux et pas très loin de la guerre atomique. C'est un contexte dans lequel les Américains se sentent agressés et intervient à ce moment-là l'assassinat de leur président de la République. Le terreau à complot est parfait, et de ce terreau naît une première théorie. La mafia aurait assassiné le président. Et vous allez voir, il y a des raisons de le penser. On sait que le père de John Kennedy, Joseph Kennedy, dit Joe, avait des liens avec la mafia de Chicago. Dans les années 20, il aurait possédé un large réseau d'alcool, et c'est pendant la période de la Prohibition qu'il aurait travaillé avec la mafia, notamment pour blanchir son argent. Mais Joe, il a un rêve. Il veut voir le clan Kennedy accéder à la Maison Blanche. Et il va tout faire pour que John, son fils aîné, devienne président. Et ça tombe bien parce que son fils, il suit cette voie. Il rentre dans la course à la présidence et en 1960, il doit à tout prix gagner un état clé, celui de l'Illinois, dont la plus grande ville, c'est Chicago. Son père lui propose donc de s'allier à la mafia locale et à son boss, Sam Giancana. Sam, que vous vous rendiez compte, c'est le descendant du très fameux Al Capone. Donc après ce rapprochement, la mafia va inciter la population à voter pour Kennedy et va même financer une partie de sa campagne. Conclusion de l'affaire, Kennedy remporte de justesse l'Illinois et devient président. Ça se joue à rien, à peine 100 000 voix séparent John Kennedy du candidat républicain Richard Nixon au niveau national. Et là, Sam Giancana, il croit avoir réussi le coup du siècle. Il a un pion et donc un pied à la Maison Blanche. Mais c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Sam Giancana, il a plusieurs souhaits. Le principal, c'est que Kennedy se débarrasse de Fidel Castro parce que la révolution à Cuba, elle a détruit tous ses intérêts économiques. Par exemple, tous les casinos de l'île ont fermé un à un. Kennedy, en avril 1961, il va autoriser l'invasion de l'île pour renverser Castro, donc c'est l'invasion de la baie des Cochons. Mais cette invasion, c'est un échec cuisant. Elle prend fin au bout de 2 jours, plus d'une centaine d'Américains sont morts. C'est une humiliation pour Kennedy, et c'est lui qui est pointé du doigt comme responsable de l'échec. Après ce fiasco, le président américain va prôner la détente concernant Cuba et les révolutionnaires. Ça ne plaît évidemment pas à Sam Giancana, mais ce qui lui plaira encore moins, c'est que le président va nommer son frère Robert Kennedy, dit Bobby, au ministère de la Justice. Et Bobby, en tant qu'avocat, il est connu pour sa croisade contre le crime organisé et il va faire de la lutte contre la mafia son objectif numéro 1. Donc non seulement John Kennedy, il ne renvoie pas l'ascenseur à Sam Giancana et à la mafia de Chicago, mais en plus, il leur déclare la guerre. La mafia a donc toutes les raisons de vouloir se débarrasser du président. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sam Giancana et John Kennedy, ils avaient une relation un peu particulière, puisqu'ils avaient une liaison avec la même femme, Judith Campbell. Certains avancent donc qu'une querelle amoureuse aurait pu propulser l'assassinat du président. Bon, ça se discute, mais c'est pour toutes ces raisons que cette théorie autour de la mafia, elle a tenu bon après toutes ces années, après 60 ans. Mais il y a une autre théorie qui pour certains Américains serait encore plus probable. Ce ne serait pas la mafia qui serait derrière la mort du président, mais la CIA. Et l'agence avait des raisons très concrètes d'en vouloir au président. Kennedy était en fait très critique de l'agence, surtout de leur façon de faire. Il faut savoir que la CIA à ce moment-là, elle renverse des gouvernements à travers le monde, elle procède à des assassinats ciblés, et Kennedy veut faire une croix sur ces pratiques et commence à mettre fin à beaucoup d'opérations secrètes, donc des opérations noires ou Black Ops, à virer certains dirigeants comme Charles Cabell, le directeur adjoint de la CIA, et après l'humiliation de la baie des Cochons en 1961, Kennedy tient l'agence pour responsable. C'est eux qui avaient organisé l'opération. Donc quelques semaines après, il décide de virer le directeur de l'agence, Allen Dulles. Mais la CIA, même sans son directeur, elle souhaite poursuivre sa façon de faire et surtout à ce moment, elle a un but, c'est de reprendre le contrôle de Cuba. Et cette volonté, elle dénote complètement avec la nouvelle politique de Kennedy qui prône, lui, l'apaisement. Le CIA est agressé par le président et leurs visions et surtout leurs intérêts divergent radicalement. Il y a un semblant de mobile qui commence à se dessiner. Mais ce qui fait vraiment tiquer le public, c'est autre chose. Parce qu'au moment de l'assassinat du président, il faut savoir que Lee Harvey Oswald, il est censé être suivi de très près par la CIA. Parce qu'après sa formation militaire, il a fui en Russie et s'est marié avec Marina Proussakova, une Russe, et il est revenu ensuite aux États-Unis avec sa famille, où il se revendique marxiste et pro-Castro. Il distribue même des tracts castristes dans la rue. En plus de cela, quelques semaines avant l'assassinat, à l'ambassade de Cuba au Mexique, il aurait prononcé à voix haute « Je vais tuer Kennedy ». Ça, les services de renseignement le savaient, puisqu'on retrouve le rapport dans une lettre déclassifiée du FBI. Pour les renseignements, c'est un ennemi et potentiellement un espion à la solde des Russes. Ils ont toutes les raisons de le suivre à la trace et c'est ce qu'ils font. Alors comment a-t-il pu tuer le président aussi facilement, seul à une fenêtre, sachant qu'il était surveillé par la CIA? Voilà pourquoi on entend encore parler de cette théorie 60 ans après. Mais après, il y a ceux qui font le lien entre la mafia et la CIA. La CIA aurait
demandait à la mafia de faire abattre les deux frères Kennedy qui dérangeaient leurs petites affaires. De la même manière que le KGB s'est toujours appuyé sur la mafia russe pour conduire des opérations de basse police, de la même manière, la CIA aux États-Unis s'est appuyée sur les mafias américaines pour faire leurs basses œuvres. Donc la CIA, c'est l'endroit de tous les complots. Et d'ailleurs, c'est l'agence des complots. Elle est née pour ça. Elle est née pour servir les intérêts américains au travers de complots. Et des théories, il y en a des dizaines. Elles sont bien belles, mais elles restent loin de la réalité, celle des millions de pages de l'enquête qui ont déjà été sorties. Aujourd'hui, 99% de l'affaire est déjà déclassifiée, mais Trump veut déclassifier le dernier pourcent pour vraiment mettre toute la lumière sur l'enquête. Mais bon, beaucoup d'experts pensent qu'on n'a rien à attendre de ces 1% restants. Il va pas y avoir de grandes révélations dans les dernières pages de l'enquête. En fait, cette annonce, c'est surtout une stratégie politique de Donald Trump. À chaque fois, il fait des clins d'œil à chacune de ses clientèles électorales. La clientèle complotiste a voté massivement pour lui et elle a droit à son petit clin d'œil. Ce positionnement, c'est moi je ne suis pas du marécage ou du marigot washingtonien. Je vais vous mettre tout ça en coupe réglée. Même s'il publie demain 100% des documents, si ces documents ne parviennent pas à prouver aux convaincus du complot, de la thèse complotiste, qu'ils ont raison, ils vous diront « mais en fait, les preuves ont été détruites, puisque ma thèse n'est pas prouvée par les documents qui viennent d'être publiés. » Vous voyez, on n'en sort jamais. Quoi qu'il en soit, même si les dernières pages ne révèlent rien, on peut penser, pour toutes les raisons dont on vient de parler, que les théories du complot vont tenir bon. De son côté, la famille de John Fitzgerald Kennedy est beaucoup plus terre à terre. Pour Jack Schlossberg, le fils de Caroline Kennedy et unique petit-fils de JFK, la vérité est bien plus triste que le mythe, une tragédie qui n'avait pas lieu de se produire. Elle ne fait pas partie d'un grand complot inévitable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Réel Média. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine fois.